oui, hein, t'avais raison. Bien sûr, c'est le même principe que les fusées. Oui, je veux bien. Mais ça ressemble plus à un ballon qu'à une fusée. Je te dis seulement que c'est le même principe, c'est tout. Quel est le principe? Écoute, si les fusées peuvent voler comme ce ballon, c'est pour les mêmes raisons. Tu comprends? Bah, pas vraiment. Imagine... Non, je sais. Allons plutôt demander à Ordi. Qu'est-ce que c'est que ce nom? T'arrives à le prononcer, toi? Ça se dit Tsiolkovsky. Vous ne connaissez pas Tsiolkovsky? Le monde de l'astronautique et de l'espace lui doit beaucoup. Sans lui, il n'y aurait eu ni satellite ni fusée. Ah? Suivez-moi, vous allez tout comprendre. Voici Konstantin Tsiolkovsky. C'est à lui que l'on doit l'invention de la fusée. Il y a de cela un siècle, dans la grande Russie des Tsars. Tiens, le voilà! Chouette, on va pouvoir s'amuser un peu. Hé! Salut, grosse tête! On y va? Bah oui! Et si on lui piquait son bout de pain, ce serait marrant, non? Oh! Mon pain! Rendez-moi mon pain! Encore ces sales petits voyous. Aïe! Mais, il est tout dur, ce pain! À l'âge de 9 ans, Tsiolkovsky avait attrapé la scarlatine, ce qui l'avait rendu à moitié sourd. Sa vie n'était pas vraiment rose. Mais Tsiolkovsky était vraiment un très bon garçon, intelligent. Exactement comme votre petit ami de couleur rose, vous voyez qui je veux dire? Oh! Où est passé Tsiolkovsky? Je parie qu'il est encore allé à la librairie prendre un livre sur... Aïe! Oh! Oh, pardon, Ordi. Je vous ramène votre pain. Que c'est gentil. Je n'avais rien à manger, tu sais. Au lieu d'acheter tous ces livres et tout ce matériel, vous devriez penser à vous nourrir. Achetez au moins une pomme de terre ou autre chose. Des pommes de terre. Si tu savais, ça fait des années que je n'en ai pas mangé. Des années. Mais c'est pas grave. Je n'ai pas beaucoup d'argent, c'est vrai, mais ça me suffit pour vivre et continuer mes recherches. C'est tout ce que je demande, Ordi. Pouvoir étudier, chercher et un jour, j'espère, trouver. En plein cœur de Moscou, Tsiolkovsky continuait en effet ses recherches, seul, sans jamais se décourager. Tu sais, Ordi, c'est presque une chance que d'être sourd. C'est vrai, les bruits gênants ne me dérangent pas, moi. Je travaille toujours dans le calme. Dommage que les enfants se moquent parfois de moi. Les travaux de Tsiolkovsky progressaient rapidement. Mais il faut peut-être préciser que je l'ai beaucoup aidé dans ses recherches. Oui, je suis l'être exceptionnel qui donne au génie le moyen de s'exprimer. Vous connaissez tous Jules Verne, n'est-ce pas? C'est lui qui a écrit ce livre fantastique de la Terre à la Lune, dans lequel 3 hommes et 2 chiens sont propulsés vers la Lune au moyen d'un énorme canon. Une sorte de vaisseau spatial remplaçait le boulet de canon qui, pour rentrer dans l'atmosphère, freinait sa descente à l'aide d'une rétrofusée. Ce roman de science-fiction passionna Tsiolkovsky qui décida d'étudier plus sérieusement la possibilité de voyager un jour dans l'espace. Son métier d'instituteur ne lui faisait pas oublier ses recherches scientifiques concernant l'univers. Qu'est-ce qu'il se passe? Je suis convaincu que la plupart des hypothèses de Jules Verne sont justes. Comment? Mais je croyais que ce n'était que de la science-fiction. Son roman repose sur des bases scientifiques très sérieuses, tu sais. À sa manière, Jules Verne est un pionnier de la conquête de l'espace.
Il a calculé la vitesse de libération de la Terre grâce à la mécanique de Newton. Il sait également que les frottements lors de la rentrée dans l'atmosphère entraînent un échauffement très important. Si on arrivait à préciser les intuitions de Jules Verne, je suis sûr qu'il devrait y avoir moyen d'envoyer des gens sur la Lune. Certaines choses ne vont pas. Je pense par exemple que le procédé de propulsion n'est pas approprié pour s'arracher à l'attraction terrestre. Il faudrait un canon qui propulse l'engin à une vitesse de 11 km par seconde. Mais l'accélération serait telle que les personnes se trouvant dans la capsule risqueraient d'être pulvérisées. Je me demande quelle accélération nous sommes capables de supporter. Tu ne veux pas tenter l'expérience, Ordi? En faisant des expériences d'accélération sur des poules et des rats, on s'aperçut qu'ils pouvaient supporter une gravitation 5 à 6 fois supérieure à celle de la Terre. On devrait pouvoir atténuer les effets des accélérations. Moi, je suis pas sourde. Si tu veux m'aider, Ordi, prends cette boîte et lâche-la de très haut. D'accord. Merci. Si on m'avait dit qu'un jour j'emporterais des boîtes dans le ciel... Plus haut, Ordi! Bon, c'est assez haut, comme ça c'est que c'est lourd ce machin. Attention! J'aimerais bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Un œuf dans l'eau, drôle d'idée. Et oh, ça va de plus en plus vite, ça va trop vite et je vais me fracasser la tête, moi! C'est bien ce que je pensais. Il est intact. Eh bien, moi, je ne comprends rien. Je voulais seulement prouver que l'objet mis dans la boîte pleine d'eau ne serait pas pulvérisé malgré le choc à l'arrivée. Quel génie! En 1883, Tsiolkovsky commença à étudier le principe des satellites. Vous savez tous que plus fort vous lancez votre balle, plus loin elle va devant vous. Et si elle finit par tomber, c'est à cause de la pesanteur. Comme pour cette pomme, la pesanteur attire tous les objets vers la Terre. Pour établir ces principes d'astronomie, Tsiolkovsky se basa sur les travaux d'Isaac Newton. Mais regardez plutôt comment on lance un satellite. Pour que la balle soit satellisée, il faut lui imprimer une vitesse suffisante. Tsiolkovsky calcula cette vitesse de satellisation. La balle doit tourner à une vitesse de 8 km par seconde. Mais dans l'atmosphère, les frottements de l'air sont tels que la balle est très rapidement freinée. C'est pourquoi il faut la satelliser au-dessus de l'atmosphère à une altitude d'au moins 200 à 300 km. Professeur Tsiolkovsky, professeur! Les élèves vous réclament. Ah? Professeur, vous nous aviez promis d'envoyer un ballon aujourd'hui. C'est vrai. Allons-y. Ouais, super! Pour faire plaisir à ses élèves, Tsiolkovsky fabriquait des montgolfières en papier. Il faisait un feu de bois pour chauffer l'air qui permettait à la montgolfière de s'élever. Sa surdité le gênait un peu, mais ses cours étaient tellement passionnants que ses élèves s'appliquaient à être attentifs. Le ballon second, regardez! Ça marche, il s'envole, ouais! On a réussi, ouais! Oh, oh, regardez! Regardez! Oh non! C'est un ballon.
ce truc. Oh, 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 oh. Ça vous fait rire, petits imbéciles. Vous trouvez peut-être ça malin d'envoyer ce machin sur mon toit? Mais c'est pas un jeu, monsieur. C'est pour les travaux pratiques de sciences physiques. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, pousse! Vous pourriez faire un petit peu attention, vous allez tout déchirer. C'est vrai, ça! Oui, faire voler un morceau de papier et oser dire qu'il travaille. Évidemment, Non, c'est du travail. Notre professeur est un grand chercheur. et C'est pas grâce à vous qu'il inventera quelque Que se chose. passe-t-il ici? On vous insulte. Oh, ce n'est rien, les enfants. Rentrons. Vous ne pensez tout de même pas vous servir de ce ballon pour aller sur la Lune? Non, il n'y a pas d'air dans l'espace. Mais que dirais-tu d'essayer avec une fusée? Fusée. Au début du 19e siècle, l'armée utilisait des fusées comme celle-ci pour bombarder l'ennemi. Et hormis les feux d'artifice, on n'y voyait pas d'autres utilisations. Pourtant, Tsiolkovsky fut persuadé qu'elle deviendrait un jour le meilleur moyen pour voyager dans l'espace. Mais comment envisagez-vous que ces fusées vont fonctionner? Il faut comprendre le principe de l'action et de la réaction. Le principe de l'action et de la réaction. Selon ce principe, les rames d'un bateau s'appuient sur l'eau pour permettre au bateau d'avancer. De même, les ailes de l'oiseau s'appuient sur l'air pour voler. Permettez-moi de ne pas être tout à fait d'accord. Dans l'espace, il n'y a ni eau ni air. Oui, tu as raison. Ce n'est peut-être pas le meilleur exemple. Pourtant, le principe de l'action et de la réaction reste valable dans l'espace. Oui, oui. Vous avez sûrement raison, mais je ne comprends rien. Bon, je t'explique. Regarde bien. Un ballon super! Tu vois, le ballon s'envole du fait de la réaction. Le gaz prisonnier à l'intérieur crée une poussée en s'échappant par l'orifice. C'est la même chose pour les fusées. Elles voleront d'autant mieux qu'il n'y a pas d'air dans l'espace pour les freiner. Mais où vas-tu? Je vais aller vérifier si ce que vous dites est vrai. Mais non, tu ne peux pas. Ah bon, et pourquoi? Dans l'espace, la pression est nulle et l'air à l'intérieur du ballon pousse sur les parois jusqu'à ce qu'il éclate. Et pourtant, vous aviez dit que c'était le même principe que pour les fusées. Je sais, mais il y a principe et principe, Ordi. Dans une fusée, le gaz comprimé est enfermé dans une enceinte rigide. Il ne peut donc s'échapper que par l'orifice, ce qui crée la poussée. Je vais me changer en gaz pour voir ça de plus près. Les fusées utilisent la propulsion par réaction. Le gaz comprimé dans le réservoir exerce une pression sur les parois. Lorsque le gaz s'échappe par le réacteur, la poussée qui s'exerce sur la fusée la fait avancer. Vous aviez raison! En 1903, Tsiolkovsky rassemble ses notes dans un article intitulé « Exploration de l'espace au moyen d'engins à réaction ». Il y expliquait le principe de propulsion par réaction, démontrait que ce procédé fonctionne dans le vide et donnait la formule mathématique de la vitesse atteinte par une fusée en fonction de la vitesse d'éjection des gaz. Il y conseillait également l'utilisation d'un carburant liquide plutôt que la poudre à canon. Avec un liquide comme carburant, il serait beaucoup plus facile de contrôler son débit au moyen de soupapes. Et n'oubliez pas qu'il faut utiliser de l'oxygène pour la combustion du carburant, car il n'y a absolument pas d'air dans l'espace, d'accord? Les gens comprendront que voyager dans l'espace n'en relève pas uniquement de la fiction. Tsiolkovsky proposa son article à une revue de Moscou, l'Observateur scientifique. 1903 fut également l'année au cours de laquelle les frères Wright s'envolèrent pour la première fois à bord d'un planeur équipé d'un moteur. Alors que la distance parcourue en avion ne dépassait pas les 260 mètres, Tsiolkovsky, lui, rêvait d'envoyer des gens dans l'espace. Malheureusement, les éditeurs de la revue refusent l'article de Tsiolkovsky et ses travaux se heurtent à une totale indifférence. Il faudra attendre 20 ans pour que ces ouvrages soient publiés. Et pour que les gens reconnaissent enfin la valeur de son travail. Ah, au secours! Mais bientôt, la Première Guerre mondiale éclata, dévastant l'Europe entière en faisant des millions de victimes. En 1920, Tsiolkovsky, qui n'abandonnait toujours pas ses projets de conquête spatiale, publia un roman de science-fiction, Au-delà de la Terre, qui s'appuyait sur ses travaux scientifiques.
Son roman allait de l'invention des fusées au voyage sur la Lune en passant par l'évocation de quelques planètes, dont Mars, avant le retour obligé sur Terre. Tiens, ça me rappelle l'expérience de l'œuf dans la boîte. Oui, tu te souviens, Ordi? L'œuf restait intact quand la boîte tombait. Waouh, c'est génial! On est en état d'apesanteur. Comme c'est drôle, j'ai l'impression de ne plus rien peser. Toutes ces merveilleuses aventures étaient décrites dans le roman de Tsiolkovsky. Vous avez vu? Il a même une combinaison spatiale. On dirait celle que les cosmonautes utilisent encore. Je vais en mettre une, moi aussi. Parfait. Attendez, je viens. Et hop! Au secours, je dérive, monsieur Tsiolkovsky. J'arrive, Ordi. On ne bouge pas comme on veut dans cette combinaison. Il ne faut pas que tu oublies que tu es dans l'espace ici. Je préfère ça. Mais, Ordi, voyons. Si mon roman se vend, ça me fera un peu d'argent. Et puis même les personnes qui ne s'intéressent pas à l'espace pourront le lire. Le nouveau régime qui prit le pouvoir en Russie après la révolution d'octobre encouragea Tsiolkovsky à poursuivre ses travaux. Vers 60 ans, Tsiolkovsky quitta l'enseignement pour se consacrer exclusivement aux recherches qui lui tenaient à cœur. Et ses projets de conquête de l'espace se précisaient de plus en plus. Comme il pensait qu'il serait utile et intéressant d'y installer une station habitée, il travailla plus particulièrement sur cette idée. Il fut aussi le premier à décrire un dispositif de lancement de véhicules spatials avec une fusée à plusieurs étages. Ceux-ci se détachent les uns après les autres, une fois leur carburant épuisé, pour permettre à la capsule d'atteindre son but. J'aimerais vous poser encore une petite question. Je peux ? Je t'écoute. Comment peut-on inventer des fusées quand on n'a soi-même jamais quitté la Terre pour vérifier ses hypothèses? Ça remonte à ma plus tendre enfance. J'ai un jour voulu mesurer la distance qui séparait deux points éloignés. Pour cela, j'ai utilisé un compas astronomique de ma fabrication. Mon calcul donna 300 mètres. Puis je vérifiai avec une bobine de fil. La distance était bien de 300 mètres. Mes calculs étaient corrects. Ainsi, je compris que si les hypothèses de départ sont bonnes, leur résultat ne peut être que juste. Oui, je comprends. En ce qui concerne mes théories sur les voyages dans l'espace, je ne peux certifier qu'elles soient totalement justes, mais je suis sûr qu'un jour, elles seront vérifiées et utilisées par des scientifiques. Ce fut l'Américain Robert Goddard qui utilisa le premier les travaux de Tsiolkovsky. En 1926, il effectua le premier lancement réussi d'une petite fusée à carburant liquide. À Moscou, devant le monument dédié à la conquête spatiale, se trouve une superbe statue à l'effigie de Tsiolkovsky. Un siècle après la naissance de Tsiolkovsky, en 1957, l'Union soviétique lançait le premier satellite, Spoutnik. Et en 1959, c'est Luna 3 qui permit à la Terre entière de voir les toutes premières photographies de la face cachée de la Lune. L'un des tout premiers cratères que l'on y découvrit fut baptisé du nom de Tsiolkovsky. C'était une belle façon de lui rendre hommage. Et dans les prochains siècles, l'homme sera en mesure de s'aventurer toujours plus loin dans le système solaire, comme l'avait imaginé Tsiolkovsky. Mais ça, c'est pour une autre fois. Au revoir, les amis. Attention, attention. Par l'écran hublot, vous pouvez admirer Jupiter.
Il est très exactement 14 heures. Cet après-midi, nous vous proposons de visionner les programmes de la Cinémathèque de bord. Choisissez le programme qui vous intéresse sur votre clavier de contrôle. J'aimerais bien revoir les premiers pas de l'homme sur la Lune. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Truly one. One in their pride in what you have done. Dépêchez-vous les enfants, votre bain est prêt. Déjà? Ouais! C'est vraiment fantastique! Oui, et bientôt c'est sur Mars qu'on ira. En attendant, viens, allons prendre notre bain, ouais!